dans le cadre du programme du module de cytologie. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous avez avec vous Dr Abdsmond, responsable du module de cytologie de la première année de médecine de la faculté de médecine de Batna 2. Donc nous enchaînons le programme avec le chapitre numéro 5 intitulé La matrice extracellulaire. Donc par définition, la matrice extracellulaire est un réseau complexe qui est formé de macromolécules qui sont sécrétées par les cellules et libérées dans le milieu extracellulaire. La matrice existe dans tous les tissus, sans exception, et essentiellement, elle est très importante dans les os et le cartilage, et qui sont composés à 95% de matrice extracellulaire. Donc, les cellules responsables de la sécrétion de cette matrice sont essentiellement les fibroblastes. Ce sont les cellules qui constituent le tissu conjonctif. Les chondroblastes, les cellules qui constituent le tissu cartilagineux. Et les ostéoblastes qui constituent le tissu osseux. Donc, voilà à peu près schématiquement comment se présente la matrice extracellulaire. Ici, nous avons deux tissus voisins, le tissu conjonctif et le tissu épithélial. Et ces deux tissus sont séparés par une couche fine qui est appelée la lame basale. Et c'est une couche justement qui fait partie de la matrice extracellulaire et qui est sécrétée abondamment par le tissu conjonctif. Donc cette matrice est constituée de différents types de molécules, donc elle est hétérogène dans sa composition. Nous allons retenir essentiellement les deux grands constituants majeurs. On va parler ensemble des protéines fibreuses et des polysaccharides. Alors, on va commencer par les protéines fibreuses. Donc, c'est deux grands types aussi, les protéines fibreuses structurales. Et ici, j'ai retenu deux grands exemples types, le collagène et l'élastine. Et les protéines fibreuses adhésives, également, j'ai retenu deux exemples types, la fibronectine et la laminine. Alors, on commence par les protéines fibreuses structurales, le collagène. Donc, le collagène qui est très connu essentiellement dans le domaine médical et dans le marché des cosmétiques. Le collagène est donc une glycoprotéine présente chez tous les animaux pluricellulaires. Il représente à peu près 25% des protéines totales. Il a une structure hélicoïdale qui est très rigide et il est formé de 3 hélices alpha. Et ces hélices sont très riches en 4 acides aminés qui sont la proline, la glycine, l'hydroxyproline et l'hydroxylysine. Voilà, donc à gauche, vous avez une schématisation de la molécule de collagène qui est réellement une triple hélice formée de 3 chaînes alpha. Et en bas à droite, vous avez une prise du microscope électronique où on voit très bien les hélices de la molécule de collagène dans les tissus. Voilà aussi comment sont organisées les hélices de collagène dans différents tissus. Exemple dans le muscle strié et dans les ligaments qui est sous forme de feuillet bêta, alors que dans le muscle strié, il est sous forme. Alors, il existe plusieurs types de collagène connus. On parle du collagène de type 1 jusqu'au type 18. Et dans ces collagènes, il y a les collagènes fibrillaires, c'est-à-dire qui est sous forme de fibres, notamment le collagène 1, 2 et 3 qui sont majoritaires, et 5 et 11 qui sont des formes minoritaires. Alors, il y a aussi les collagènes non fibrillaires qui sont généralement associés au collagène fibrillaire de type 9, 10 et 12. Sinon, ils sont sous forme de réseaux tels que le collagène 7 ou bien encore dans les lames basales telles que le collagène 4. On va voir tout à l'heure et on va détailler un petit peu c'est quoi la lame basale. Voilà un exemple. Ici, j'ai pris le collagène le plus connu dans le domaine médical. C'est le collagène de type 2 qui est sous forme de grosses fibres retrouvées dans le cartilage et qui est généralement associé à des molécules de collagène non fibrillaires de type 9
et le collagène 2 avec le collagène 9 forment un réseau dans le cartilage. Alors, le collagène suit plusieurs étapes pour sa synthèse. Donc, le collagène est synthétisé au niveau du réticulum endoplasmique. Donc, on voit bien sur le schéma que les chaînes alpha commencent à être synthétisées dans le réticulum endoplasmique. Elles vont ensuite subir plusieurs réactions de maturation, notamment une hydroxylation sur les acides aminés proline et lysine, un début de glycosylation et enfin l'association de 3 chaînes alpha pour me donner une molécule de procollagène. Donc le procollagène, c'est du collagène qui n'est pas encore mûr. Il a besoin encore de subir d'autres réactions de maturation et pour cela, il doit être sécrété par exocytose dans le milieu extracellulaire. Il va se placer donc en forme striée et décalée. Et il va y avoir une enzyme qui va venir couper les rallonges, les extrémités. Et donc le clivage des extrémités N et C terminales va me donner du collagène mûr que l'on appelle le collagène. Donc ensuite, l'accumulation des fibres de collagène va me donner des fibres de collagène. Et ces fibres de collagène vont remplir les espaces matriciels. Et cette synthèse du collagène dans les cellules est contrôlée par un système hormonal, des facteurs locaux qui sont synthétisés par les macrophages, c'est-à-dire indirectement, la synthèse du collagène est contrôlée par le système immunitaire. Donc, il y a des pathologies qui sont directement associées au collagène. J'ai pris pour vous les maladies les plus connues. La maladie de Lobstein, qui est une maladie génétique due à une mutation du collagène de type 1. Il y a également le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est également une maladie génétique due à une mutation du collagène de type 3. Et sinon, il y a le scorbut, qui est non pas une maladie génétique, mais une maladie acquise due à un déficit du régime alimentaire en vitamine C. Alors, la deuxième molécule des protéines fibreuses, c'est l'élastine, qui est en fait un composant majeur des fibres élastiques. Elle est essentiellement sécrétée par les fibroblastes. C'est une protéine non glycosylée, contrairement au collagène qui est glycosylé. Elle est riche également en proline et glycine. On peut la trouver sous forme de filaments et des feuillets bêta. Et elle est généralement dégradée par l'élastase pour être renouvelée dans la matrice. Et l'élastine n'est jamais seule. Elle est toujours liée aux fibres de collagène non extensibles, c'est-à-dire non élastiques, pour éviter le déchirement des tissus. L'élastine est très très présente dans la peau, les ligaments et les poumons. Voilà aussi une prise du microscope électronique où on voit des fibres élastiques colorées en violet et les fibres élastiques sont totalement entourées par les fibres de collagène pour former un réseau collagène-élastine. Alors également les fibres de collagène peuvent se trouver, les fibres élastines peuvent être présentes sous deux états, soit un état de relâchement ou bien un état étiré. Et donc, les molécules d'élastine sont liées par des pontages OH et les pontages permettent aux molécules d'élastine de passer d'un état à un autre, soit un état de relâchement ou bien un état de tension. Voilà également aussi des exemples de fibres élastiques observées avec différents microscopes sur différents tissus. Et on voit très bien l'état des fibres élastiques à un état de relâchement ou d'étirement. Alors également l'élastine est liée à directement à certaines pathologies. Ici j'ai retenu pour vous la pathologie la plus populaire dans le domaine médical, c'est le syndrome de Marfan. Alors ce syndrome de Marfan est lié à deux personnes connues dans l'histoire humaine.
le pharaon Amenophis IV et le président américain Lincoln. Donc voilà les symptômes du syndrome de Marfan. On voit bien que la silhouette est très étirée dans le sens de la longueur. Vous voyez que cet enfant est très maigre, très grand et les membres supérieurs et inférieurs sont vraiment étirés dans le sens de la longueur. Et pour identifier le syndrome de Marfan, les médecins essaient toujours de faire le tour du poignet avec la main et vous voyez que le pouce dépasse, c'est-à-dire on peut faire un tour et demi avec un pouce très long. Et les gens atteints du syndrome de Marfan peuvent également appuyer leur poignet pour faire à peu près un angle droit, chose impossible pour les personnes normales non atteintes du syndrome de Marfan. Alors, on passe directement au deuxième type de protéines fibreuses. Celles-ci, ce sont des fibreuses adhésives. Alors, ce sont des glycoprotéines d'adhérence qui peuvent se lier à la fois aux cellules et aux autres molécules de la matrice pour favoriser la fixation des cellules à la matrice. Elles peuvent aussi favoriser les cellules entre elles. On distingue dans cette classe la fibronectine et la laminine. Alors, la fibronectine est un dimère formé de deux chaînes et ces chaînes, elles comportent plusieurs globules et ces globules sont en fait des sites de liaison qui peuvent permettre d'adhérer aux molécules de collagène, d'adhérer aux cellules, d'adhérer à des molécules de l'héparine, etc. Et on voit que les deux extrémités terminales C sont liées par deux ponts disulfure. Alors, il existe trois formes de fibronectine, notamment la fibronectine plasmique qui circule dans le sang et qui est responsable de l'augmentation de la coagulation sanguine et elle est aussi responsable de la cicatrisation et du phénomène de phagocytose. Par contre, la fibronectine de surface cellulaire, elle est attachée de façon transitoire aux surfaces cellulaires et elle permet aux cellules d'adhérer entre elles ou bien permet aussi l'adhérence entre la cellule et la matrice extracellulaire. Par contre, la fibronectine matricielle, ce sont des fibres très fines qui sont insolubles et qui se forment dans la matrice et permettent de lier les matrices entre elles. Alors, la fibronectine peut jouer des rôles très très importants dans notre organisme. Elle permet donc aux cellules d'adhérer à la matrice et elle permet aussi aux cellules de migrer, notamment pendant les stades embryonnaires. Et elle joue également un rôle dans l'organisation générale de la matrice extracellulaire. La deuxième molécule retenue comme exemple de protéine fibreuse, c'est la laminine, qui est également une glycoprotéine sécrétée par les cellules épithéliales et qui représente le constituant majeur de toutes les lames basales. Et on va revenir sur cette lame basale tout à l'heure. Et la laminine peut se lier à la fois aux cellules épithéliales qui la sécrètent et au collagène de type 4. Donc voilà à peu près comment se présente la molécule de laminine. C'est aussi un dimère formé de deux chaînes qui sont entrecroisées en croix. Et ces deux chaînes portent également différents globules qui représentent des sites de fixation qui permettent ainsi la liaison à certaines molécules comme les parines, les cellules, le collagène de type 4, etc. Alors, la deuxième grande classe de constituants de la matrice extracellulaire, comme cité précédemment, les polysaccharides. Donc, on va parler essentiellement des GAG, c'est-à-dire les glycosaminoglycanes. Alors, ces molécules, vous les avez vues bien sûr en biochimie, donc je vais juste les rappeler. Ce sont de longues chaînes de polysaccharides non ramifiées et qui sont essentiellement composées d'unités disaccharidiques répétitives, N fois. Et les GAG sont généralement reliés à une protéine pour former ce qu'on appelle des protéoglycanes. Alors, dans les unités répétitives, il y a toujours un résidu glucidique
qui est toujours un glucide aminé, N-acétylglucosamine ou N-acétylgalactosamine. Voilà une organisation schématique d'un GAG. On voit très bien une unité répétitive avec ici un acide glucuronique et le N-acétylglucosamine. Et cette unité, ce motif disaccharidique va se répéter sur la chaîne non ramifiée N fois. Donc en bas, un GAG non ramifié peut se lier à un anneau protéique pour former ce qu'on appelle une protéoglycane. Donc voilà une prise du microscope. Les protéoglycanes présents dans le cartilage. Alors tout ce qui est coloré en vert, c'est le noyau protéique. Et toutes les chaînes non ramifiées des GAG sont colorées en orange. Ça, c'est une molécule de protéoglycane présente dans le cartilage. Alors, il existe 4 groupes de GAG. L'acide hyaluronique, la chondroïtine sulfate et le dermatane sulfate, qui sont présents essentiellement dans le derme et le cartilage. L'héparane sulfate et l'héparine, qui sont des anticoagulants donc présents dans le sang. Et le kératane sulfate. Donc, je rappelle que parmi ces 4 GAG, il y a un seul qui n'est pas sulfaté et qui est l'acide hyaluronique. Donc, je prendrai l'hyaluronique parce qu'il nous intéresse également dans le domaine médical. L'acide hyaluronique est donc le plus simple des glycosaminoglycanes. Il est présent dans tous les tissus animaux adultes et on le retrouve également de façon abondante dans les jeunes embryons. Il remplit les espaces intercellulaires. Alors, l'acide hyaluronique joue des rôles très importants dans les organismes pluricellulaires. Il leur permet de résister aux forces de compression. Il permet le remplissage des espaces pendant les stades embryonnaires. Il joue également un rôle très important dans la cicatrisation et la réparation des plaies et aussi la migration des cellules. Et c'est aussi un lubrifiant des articulations. Donc, il remplit les articulations pour permettre aux articulations de résister aux forces de compression comme cité en haut. Alors, les protéoglycanes, comme cité précédemment, tous les GAG, sauf l'acide hyaluronique, se lient de façon covalente avec une protéine pour former des protéoglycanes. Pourquoi? Parce que l'acide hyaluronique n'est pas sulfaté et donc ne peut se lier à un noyau protéique. Donc les protéoglycanes sont différentes des glycoprotéines par la nature, la quantité et la disposition de leur chaîne glucidique. Ici, le pourcentage en poids des glucides est plus élevé dans les protéoglycanes, c'est-à-dire à peu près 95%, alors qu'il est très faible dans les glycoprotéines. L'inverse, les protéoglycanes sont très pauvres en protéines, alors que les glycoprotéines sont très riches en protéines. Les protéoglycanes ont la possibilité de former des gels et de fonctionner comme des filtres. Pourquoi? Parce que les GAG sont porteurs de grandes charges négatives qui peuvent attirer les ions sodium et derrière les ions sodium, l'eau va être attirée. Les protéoglycanes vont gonfler. Ils vont remplir les espaces et ils vont permettre aux articulations, par exemple, de résister aux forces de compression et de lubrifier les espaces articulaires. Donc, ils jouent aussi des rôles de filtre pour régler la migration des molécules et des cellules selon leur taille ou leur charge. Et généralement, le phénomène de filtration, on le retrouve au niveau des reins. Alors, la lame basale, je reviens sur ça donc, est une couche mince et continue qui est spécialisée, qui se trouve toujours entre deux tissus différents, le tissu épithélial et le tissu conjonctif. Elle se trouve à la base de toutes les structures épithéliales, les cellules musculaires, les cellules adipeuses et également les cellules de Schwann qui protègent les neurones. Alors, elle est constituée essentiellement de 3 molécules, le collagène de type 4, une protéoglycane que l'on appelle le perlécan
et une protéine adhésive qui est la laminine. Alors voilà quelques exemples de lames basales présentes dans différents tissus. Elle peut recouvrir donc les cellules musculaires. Elle peut être à la base des cellules conjonctives et elle peut aussi former ce qu'on appelle le glomérule rénal au niveau du rein qui représente un filtre qui va filtrer les éléments arrivant dans le sang et faire ressortir l'urine et récupérer par la filtration les molécules qui peuvent revenir dans la circulation sanguine, sinon des déchets qui seront rejetés dans l'urine. Alors, la lame basale peut également jouer des rôles très très importants dans notre organisme. Elle peut déterminer la polarité des cellules, c'est-à-dire elle peut nous montrer où est le pôle apical, où est le pôle basal des cellules. Elle régule le métabolisme cellulaire, c'est-à-dire les sécrétions, les absorptions, etc. Elle organise les protéines et leur répartition dans les membranes plasmiques des cellules voisines adjacentes. Elle peut induire la réparation des tissus, c'est-à-dire la cicatrisation. Elle peut aussi contrôler la migration cellulaire, notamment lors du phénomène de cicatrisation ou bien lors des stades embryonnaires. Elle joue le rôle de filtre des molécules du sang dans l'urine et elle permet le passage des macrophages, les lymphocytes et les prolongements nerveux entre les différents feuillets cellulaires, notamment le feuillet épithélial et le feuillet conjonctif. Alors la lame basale est aussi liée à certaines pathologies très très connues dans le domaine médical. J'ai retenu pour vous le syndrome de Goodpasture qui est un syndrome acquis, c'est-à-dire génétique, dans lequel, donc il s'agit d'une maladie auto-immune, dans laquelle il y a le développement d'auto-anticorps qui sont dirigés contre la laminine, qui est un constituant de la lame basale, ce qui va entraîner une insuffisance rénale sévère puisque la lame basale forme le tube rénal. Il y a aussi le syndrome d'Alport qui est un syndrome héréditaire où l'on assiste à des mutations qui entraînent des manifestations cutanées ou rénales et généralement il y a aussi des insuffisances rénales précoces. Dans tous les cas, qu'il s'agit d'un syndrome acquis ou héréditaire, ce sont les composants de la lame basale qui sont toujours touchés, notamment le perlécan, le collagène de type 4 ou la laminine, qui sont des protéines. Et donc, c'est l'un des composants touchés va entraîner la modification de la lame basale et par conséquent une pathologie soit auto-immune, soit héréditaire. Alors sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous informe que le prochain cours, c'est le chapitre numéro 6, le cytosquelette. Merci.